Wikipédia, je vous ai dans mon téléphone. Bonjour, c'est Giroud. Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Winamax Football Club, l'entretien. À l'occasion de la sortie du livre de Giroud, Confidence, chez Talent Sport, écrit avec Alexandre Alain, nous sommes allés à la rencontre de l'entraîneur emblématique de la JOCR. Plus de 40 ans passés au club. Il nous parle bien sûr des grands moments de sa carrière avec des anecdotes exceptionnelles. Régalez-vous. Guy, quel est votre premier souvenir balle au pied? C'est dans la cour du notaire, Monsieur Chantier d'Apoigny, dans Lyon. Il y avait deux garçons qui malheureusement ne sont plus là. Il y avait deux marronniers aussi, distants de 3,50 m. Et ça, ces deux marronniers, c'était des merveilleux poteaux de but. On avait mis une ficelle pour faire la barre transversale. Et on jouait là. Alors comme j'étais l'ami, du plus petit, on jouait avec des grands, quoi, et on jouait au foot. Ça, c'est un souvenir de 6 ans, 7 ans. Et on avance un petit peu, à 23 ans, alors vous faites une carrière notamment en D2, et à 23 ans, vous faites le choix de postuler à la JOCR, parce que vous allez voir votre coach qui vous dit pour moi, tu ne feras pas une grande carrière, ou en tout cas, tu ne feras pas une carrière en D1 et en sélection. Et vous avez décidé à ce moment-là de vous lancer dans une carrière de coach-joueur. Est-ce que vous pouvez expliquer l'entretien que vous avez eu avec le président Hamel à l'époque? C'était pas qu'avec le président Hamel, c'était en 61 que l'entraîneur Pierre Flamion, à qui j'avais demandé un rendez-vous, m'a dit « Tu ne peux pas aller en première division, tu es trop lent ». Mais comme je savais, j'étais de son avis. Il me dit « Tu peux jouer en deuxième division, on a des offres de Besançon, de Perpignan ». Et je lui dis « Non, non, non ». Et il y a des circonstances qui ont fait que je suis devenu entraîneur-joueur à la JOCR en 61, donc à 22, pas tout à fait, 22 ans, quoi. Et c'est mon interlocuteur, pour m'embaucher, après ma candidature, il y a 11 personnes qui sont réunies dans une salle du patronage voisin de la cathédrale. Et ça devait durer 5 minutes et ça dure 2 heures. Au bout de 2 heures, ils me font monter, ils me disent « Ça y est, on t'a choisi ». Ils me tutoyaient parce que j'avais été minime cadet junior dans ce club. Et ils me disent « On t'a choisi, unanimité, pas de problème ». Bon. Donc je commence à discuter avec eux du nombre de ballons. J'en voulais 5, il y en avait 2 dont un crevé. De la tonte du terrain, l'herbe était plus grande que moi. Ils m'ont dit il faut attendre que la moisson soit faite pour que le paysan vienne nous le faucher. Enfin vous voyez, c'était très rupestre. Et bon, plein d'autres détails. J'ai commencé, quoi. Et puis quelques mois plus tard, l'un des 11 était malheureusement très malade, renvoyé chez lui de l'hôpital. Sa femme est venue me chercher, elle me dit « Il veut absolument te voir, te dire adieu, parce qu'il va mourir ». Donc je suis allé chez lui, et il m'a dit « Écoute, je voulais te voir parce que je n'ai pas voté pour toi ». Bon, mais c'est rien, t'as vu, en ce moment-là on gagnait, je dis « Toi, ça va bien, te casse pas la tête ». Il me dit « Oui, maintenant je vais te dire les autres, comment ils ont voté ». Et sur 11, il y en avait 4 qui avaient voté pour moi et 7 contre. Mais le président, qui était M. Garneau à ce moment-là, a dit c'est lui le moins cher, on prend Giroud parce que c'est le moins cher. On n'a pas l'argent pour payer les autres. C'était des anciens pros, même des anciens internationaux comme Jean Barat. Et donc j'étais pris, et même, alors j'avais demandé 700 francs, par écrit, dans mon projet. Monsieur Hamel avait mis, qui était vice-président, avait mis au crayon 500 francs, et finalement j'ai eu 600 francs par mois. C'est quand même pas commun à 23 ans de se porter une candidature comme ça en tant que coach-joueur. Est-ce que
votre parcours, le fait que votre père soit absent dans votre enfance, que votre mère ait été malade également, est-ce que ça a forgé l'homme que vous êtes devenu très rapidement? Est-ce que ça a compté à ce moment-là? Oui, mon éducation, sans père présent, il était prisonnier, officier prisonnier dans un camp, un Oflag en Tchécoslovaquie, a fait que c'est mon grand-père, ancien combattant de la guerre 14-18, ma grand-mère, ma mère et ma tante, c'est-à-dire des femmes plus mon grand-père qui ont éduqué ma première enfance, mais d'une manière très libre, que vous ne pouvez plus imaginer aujourd'hui. Par exemple, il y avait un paysan cousin de mon grand-père qui passait sur la route. Je montais dans sa voiture, dans son tombereau, ça s'appelait le tombereau. On allait en forêt, on faisait il coupait des arbres, faisait un feu, dans la cendre on faisait cuire, j'avais droit à 2 pommes de terre, 2 pommes, c'était le repas de midi. Et puis il me ramenait à la nuit le soir, à 9 ans ou à 8 ans. À 9 ans, quand j'ai dû aller en Alsace à cause de la maladie de ma mère, je suis parti d'Appoigny, j'ai changé de train à La Roche-Migène, puis à Dijon, puis à Besançon. À Besançon, j'avais 2 heures d'arrêt, je suis allé me promener tout seul en ville à 9 ans avec ma valise. Après, de Besançon, j'étais à Belfort, puis à Colmar. Et à Colmar, il y avait une dame qui m'attendait, de la famille qui allait m'héberger. À 9 ans, vous ne pouvez plus imaginer un garçon tout seul dans la nature comme ça. Quand je suis arrivé à Colmar, chez des maraîchers, le dimanche, il y avait, par chance, Colmar était monté en première division pour la seule fois de sa vie et jouait le dimanche. Et donc, moi, quand je voulais aller le voir, même à 9 ans, je savais ce que c'était le football. Je suis parti et ils étaient au sud de Colmar et le stade, il est au nord de Colmar. Eh bien, j'ai suivi un monsieur qui y allait en vélo, en trottinant, et je suis arrivé au stade, à 9 ans, hein, et il laissait entrer les enfants, mais accompagnés. Et moi, je n'étais pas accompagné. Je me suis fait vider d'une porte, j'ai changé de porte. J'ai vu un monsieur qui avait un grand manteau, j'ai attrapé son manteau, et du coup, j'étais accompagné. Et je suis entré, je suis devenu ramasseur de balles. Enfin, c'est une aventure de gamin qu'on pourrait mettre pour les émissions pour enfants actuelles ou bien dans un journal hein, de bande dessinée. Mais ça m'a forgé une idée de la liberté, une idée de la décision, peur de pas grand-chose et ma foi, peut-être des fois même pas assez peur. On va détailler là dans les prochaines questions, bien sûr, les grands moments de votre carrière avec Auxerre. Il y a quand même quelque chose qui revient énormément, il y a une donnée qui revient énormément dans le livre, c'est la superstition que vous avez, vous. Et il y a une anecdote, notamment dans la saison du titre du doublé championnat Coupe de France avec Auxerre en 96. Vous êtes au duel avec Paris à ce moment-là pour le titre, et vous parlez d'un monsieur que vous ne connaissez pas, un inconnu, qui vous promet de porter l'œil sur Paris. Et vous l'écoutez. Oui, ce n'était pas porter l'œil sur Paris spécialement. Nous avions 10 points de retard et à la mi-championnat. On n'était pas vraiment, on était troisième, on cherchait les premières places, pas la première qu'on n'avait jamais eue, hein, enfin en première division qu'on n'avait jamais eue. Mais enfin, on cherchait à rester dans les premiers. Et ce monsieur me téléphone, me dit voilà, moi je suis un mage, je dirige le ballon avec mes yeux. Si vous voulez, je vais vous faire une démonstration. Paris va jouer 2 fois à domicile et vous jouez 2 matchs, un à l'extérieur, un à domicile. Bon, vous allez gagner, vous allez faire 6 points parce que vous êtes fort. Et puis eux, ils vont faire 1 point. Eh bien, les 2 équipes, c'était en plus le 18e et le 20e, Martigues. Ils ont fait 1 point. Et donc on a avancé. Alors il m'a dit, vous avez vu, je vous avais dit que vous repreniez 20 points, 5 points. Alors si vous voulez, je vais vous faire premier. Je dis d'accord, ben, il me dit, bon, on va faire un contrat. Alors, on a fait un petit contrat tacite, bien sûr.
J'ai pris une caisse en bois de Chablis, j'ai commencé à mettre un peu mes économies. Et puis, on a gagné les matchs des matchs, on a rejoint et dépassé Paris. Et puis, à un moment donné, c'était les 8e de la Coupe de France, il me dit, vous voulez pas gagner la Coupe aussi? Alors, je dis, à fort de l'expérience que j'étais en train de vivre, je dis, bah oui, bien sûr. Eh ben, oui, mais alors moins cher, parce qu'il y a moins de matchs. Elle me dit, d'accord, bon. Alors, il me dit, vous allez faire les deux, mais je ne sais pas dans quel ordre, ça dépend du calendrier, à quel moment vous serez champion. Quand vous aurez la coupe et le championnat, je serai à 7 heures le lendemain matin devant chez vous. Alors, quand on est revenu de Guingamp, on a été sacré champion de France. Évidemment, je me suis couché à 5h30, il y avait des festivités infinies. À 7 heures, ça a sonné, c'était lui. Donc je suis allé chercher ma caisse de Chablis en bois, qui était fermée. Alors je lui ai dit, bon, vous voulez compter? Il a mis les mains sur la caisse, il a dit non, il y a le compte, c'est bon. Et il a pris la caisse. Je crois que c'est sur moi qu'il a eu un effet. Parce que comme je n'avais pas été un grand joueur, hein, j'étais un joueur de CFA et pas pro, j'étais remplaçant pro, je n'ai pas joué. J'avais une petite réticence, un petit manque de confiance au fond, contre lequel je luttais tout le temps. Même au bout de ces années-là? Oui, tout le temps, le dernier jour. Et donc, il m'a aidé de ne pas prendre confiance. Et pourquoi je ne serais pas champion? Parce qu'après, on a continué en Coupe d'Europe, en poule de 8, de 4. Et on était avec Ajax Amsterdam, Glasgow Rangers et les Suisses de Zurich. Et on a terminé premier de la poule. On était en quart de finale. Les Français vont plus en quart de finale, à part Paris Saint-Germain. On a parlé de superstition, il y a aussi beaucoup de travail, il y a aussi de la chance. Il y a une anecdote dans le livre qui est précisée, qui est très prenante. C'est quand vous allez un jour à Bordeaux pour récupérer Jean-Marc Ferreri, pour le racheter, parce qu'il était à Auxerre, il est parti à Bordeaux et voulait le racheter. Et sur le chemin du retour, avec Gérard Bourgoin, il y a une panne hydraulique dans l'avion. Et c'est un moment, dans le livre, on sent la tension, bien évidemment. Et comment vous avez vécu ce moment? Alors, pendant l'événement, Gérard Bourgoin me dit, c'était tout éteint d'un seul coup. J'étais à la position de copilote à droite, mais sans servir à rien. Et tout d'un coup, tout s'éteint. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, panne hydraulique. J'ai dit, c'est embêtant, mais les moteurs tournent. Il me dit, ça ne joue pas sur les moteurs, ça joue pour sortir les roues. Il me dit, va dans l'avion, 3e fauteuil, il y a un livre qui traite de ça. Donc je vais chercher le livre, il mouille son doigt, il tourne, bon, panne hydraulique. Il me dit, regarde, il y a une trappe là, t'enlèves le cache de la trappe, tu prends dans ta main, puis quand je te dirai, prends, tire, tu tires un grand coup et ça va sortir les roues manuellement. Alors on n'était pas loin, là on était au-dessus de Bourges, c'était un Falcon, il allait à 800 à l'heure. Hein. Donc quelques instants plus tard, on est au-dessus de son aéroport privé qu'il avait à Chaillé, et il dit à sa permanente, il lui dit, sors et regarde si les roues sont sorties. Alors elle dit, je vois pas, il y a de la brume. Donc on ne savait pas, moi j'avais tiré sur le truc, ça avait fait du bruit, mais il n'était pas sûr qu'elles étaient sorties totalement. Donc on s'est posé, on a rebondi. Jusque-là, je n'ai pas eu peur, rien, je ne me suis même pas rendu compte. Mais il a ouvert la porte, et quand j'ai mis les pieds, senti l'air frais et les pieds sur l'escalier, là j'ai cru que j'allais tomber de la courte échelle. J'avais plus de jambes, mais plus de jambes. D'ailleurs, c'était à 30 km d'Auxerre. J'ai attendu un petit moment avant de monter dans ma voiture, de me refaire une santé. Les voyages en avion avec Gérard Bourgoin étaient très importants parce que ça vous permettait d'aller chercher des joueurs assez rapidement, ça vous aidait dans le mercato. Et il y a une anecdote avec Laurent Blanc qui était en stage avec Saint-Étienne avant la saison 95-96 et vous allez le rejoindre avec Gérard Bourgoin en avion dans le sud et vous arrivez à le récupérer en 30 minutes
sous les yeux d'Elie Baup à l'époque? Oui, c'est à peu près ça. J'ai été appelé à 8h30 du matin par Bernès, qui me dit, tu veux pas Laurent Blanc? Ben, je dis, si je veux Laurent Blanc, mais on va pas pouvoir. Il dit, t'occupe pas. Tu sais bien, de toute façon, c'est pas toi qui t'occupes des souches. On en parlera avec Gérard Bourgoin. Alors, est-ce que tu le veux ou tu le veux pas? Ben, je dis, bien sûr, je le veux. Alors, je dis, prenez un rendez-vous avec lui. C'était le matin, 8h30, 9h, il y avait l'entraînement qui allait commencer, le sien et le mien. J'ai dit, dites-lui que je l'appellerai à 13h30 à l'hôtel. Je l'ai appelé à 13h30, on n'a parlé que de football. On avait une très bonne réputation, on avait un effectif très fort, et il le savait. On avait gagné 5-0 à Saint-Étienne, très peu de temps avant. Alors, moi, on a été vite d'accord tous les deux. Je lui ai dit seulement que pas trop monter, parce que j'ai une équipe suffisante pour marquer des buts, mais tu monteras sur les corners, parce que tu fais 1m87 et que tu es bon de la tête. Et ça nous a servi, parce que c'est grâce à ça qu'on a gagné une Coupe de France. Voilà. Et on était à Avignon en 1 heure, 3/4 d'heure, avec le Falcon, même pas. On l'a pris. Il n'avait pas prévenu Elie Baup, ça c'est vrai. Personne n'avait prévenu Elie Baup. Il l'a croisé dans l'escalier avec sa valise. Ouais, bon, à mon avis, Elie Baup était prévenu qu'il allait être transféré. Hein. Et voilà. Et le lendemain matin, 8h30, à la stupeur générale de l'effectif, il a été assis dans un casier. Il avait son survêtement, tout prêt. Il y a aussi un autre joueur que vous arrivez à shipper, enfin à acheter. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais vous faites pratiquement toutes les Coupes du Monde. Enfin, Pas pratiquement, toutes. De 66 à la dernière, ou la dernière, j'ai fait seulement la demi-finale avec le président de la République. Mais toutes les précédentes, ça fait 13 de suite, je les ai faites, pas toutes. Parfois, je suis rentré avant la finale pour reprendre l'entraînement, mais autrement, j'ai suivi du premier au dernier match. Et il y a un joueur que vous repérez en Coupe du Monde, c'est Zarmak, un des grands attaquants d'Auxerre, que vous avez acheté, bien sûr. Et un jour, enfin racontez-nous comment vous l'avez approché, parce qu'un jour à la Coupe du Monde 78 en Argentine, il est dans son camp de base et vous trouvez un stratagème pour l'approcher, pour discuter avec lui, parce que c'était bloqué, les rues étaient bloquées par Videla à l'époque. Comment vous faites pour l'approcher, pour le rejoindre à son camp de base? Bon, il était dans la montagne, hein. C'était un hôtel en altitude dans la cordillère des Andes, puisque c'était à Mendoza. La Pologne devait jouer, je ne me souviens plus contre qui. Et donc je suis allé là-bas, puis j'ai dit, il faut que j'aille. Alors c'est vrai que c'était l'hôtel dans lequel il était dans la montagne, une seule route pour monter, gardée par l'armée de Videla. Évidemment, pas question de passer en force. J'ai dit, il y a des Polonais, forcément il y a de la bière. Et donc, s'ils ont de la bière, s'ils boivent de la bière, ils ne l'ont pas amené de Pologne, il y a quelqu'un qui leur livre la bière. Donc j'ai demandé aux gens de Mendoza qui livre la bière dans cette ville. Il y en avait 2 ou 3, mais on m'a dit ça doit être celui-là qui livre en montagne. Donc je suis allé, j'ai dit je veux voir un joueur. Ça les a amusés un petit peu que je leur dise ça. Et j'ai mis une casquette, un blouson, et je suis parti avec le livreur de caisses de bière. Quand on est arrivé au poste de soldats, vous pensez que des soldats vont jamais arrêter un camion qui transporte des caisses de bière, surtout s'il en fait descendre 1 ou 2, ce que nous avons fait. Et donc je suis arrivé au camp, évidemment, je ne parle pas polonais, mais je parle allemand, et il y a des Polonais, ceux qui sont de Silésie, la Silésie étant allemande pendant la guerre, parlent allemand, donc j'ai pris un interprète, et j'ai demandé Zarmak, mais j'étais en 2e division. Et je lui ai dit, mais vous savez voir, je vais monter en 1re division juste quand vous aurez 30 ans et vous viendrez chez nous. Et c'est ça qui s'est produit. Est-ce que, parce que vous avez connu forcément des montées, vous arrivez en 61 en tant que coach joueur à Auxerre,
et vous mettez quand même 10 ans pour monter de la DH à la CFA. Est-ce que c'est le plus beau moment de votre carrière? Oui, c'est ce que... On m'a souvent posé la question quel est le plus beau moment en pensant que c'était une Coupe de France ou le titre de champion. En réalité, ma joie la plus fantastique, le club, depuis sa création en 1905, jouait en championnat de Bourgogne et n'avait jamais pu aller en championnat de France amateur ou dans les équivalents. Donc j'ai réussi ça en 69-70. Et le jour où j'ai obtenu le titre par un match nul à Blanzy-Montceau-les-Mines, j'ai vraiment été fou de joie. Et j'ai raconté dans le livre que je crois que je suis allé dans les champs dans la nuit, enfin c'était au petit matin, pour attendre le jour et jouir pleinement, pas sacrifier une minute de joie profonde. Il y a la formation dont on n'a pas parlé, on a parlé du mercato, mais la formation c'est un des piliers du projet à Auxerre. Comment vous faisiez pour dénicher les jeunes talents? Vous vous déplaciez seul? Comment ça se passait? Non, j'avais pas ce qu'ils appellent aujourd'hui une cellule de recrutement, parce que c'était seulement des bénévoles. D'abord, tout le club, enfin, mon adjoint qui s'occupait du centre de formation et ses adjoints avaient pour mission de recruter les jeunes. Et les vacances, c'était pour après leur carrière. Et nous tous, j'étais le premier exemple. Et donc, ils allaient dans les stages de Krebs, ils allaient voir les matchs intercadets, etc. On avait une liste de bons, on les faisait venir. Comme on était un club très intéressant, enfin, qui passait à la télé, ils venaient nous voir. Dans les garçons qui sont venus nous voir, il y avait Didier Deschamps d'ailleurs, mais on était en 2e division. Il n'est pas venu chez nous, il était à Nantes. Et voilà, alors les jeunes, on les a recrutés comme ça. On faisait confiance, on demandait aux parents de nous faire confiance. On devait avoir une bonne tête, il y en a beaucoup qui nous ont fait confiance. Je dois dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire et je profite de votre média pour dénoncer l'article 98 des règlements généraux qui interdit aux enfants de moins de 16 ans d'aller à plus de 100 km de chez eux ou de sortir de leur ligue. Alors, avec cet article-là, nous n'aurions pas eu Cantona, Leboli, Capot, Mexès, Cissé et bien d'autres, qui étaient tous à plus de 100 km, puisque Auxerre est à 150-160 km de Paris. C'est un article honteux, illégal, car il crée une discrimination entre les enfants de France. Pourquoi un enfant de Bayonne, dont le papa est amoureux de l'équipe d'Auxerre, a confiance dans le centre de formation d'Auxerre, n'enverrait pas son fils à 14 ans? Alors la fédération a invoqué pour défendre ça le fait qu'il ne faut pas enlever les enfants de leur famille, les déraciner. Sauf qu'il y a la moitié de l'équipe de France convoquée par Didier Deschamps qui a quitté sa famille il y a 13 ans, dont Griezmann qui l'a quitté non pas pour une autre ville française, mais pour une ville espagnole. Ce qui est bien plus déroutant. Et je vous ai raconté tout à l'heure que j'étais parti à 9 ans de chez moi. En réalité, la fédération crée une machine à faire de l'argent qui s'appelle les pôles. Ils prennent les meilleurs enfants du coin, par concours, etc., par obligation de venir. Et puis après, quand ils ont fait 3 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, ils les revendent au club pro. Et ainsi, ils ont un budget monstre dont on vient de parler dans la presse. Il faut absolument que... Bon, là, on a été interrompu par la pandémie, mais Monsieur Blanquer est au courant, Madame Roxana aussi. Il faut supprimer cet article et laisser les jeunes Français. Parce que alors ceux qui ne peuvent pas venir en France, ils vont en Angleterre ou en Allemagne. À 13 ans, c'est bien plus déroutant que de venir à Auxerre, à Troyes, à Caen, à Rennes, à Nantes, à Orléans. Enfin, je vous prends ceux qui sont 200-300 km autour d'Auxerre. Il y a plus de vaches que de garçons de 13 ans, on ne peut pas faire jouer les vaches.
On a parlé tout à l'heure de votre culture foot, pour y revenir un petit peu. On a dit que vous êtes forgé, construit une culture foot notamment par les Coupes du Monde, les voyages. Il y a un club où vous allez, c'est à Barcelone, qui vous a marqué. Vous vivez les derniers jours de Rinus Michels à l'époque à Barcelone. Et ça a été très important pour vous, pour votre carrière. Quels souvenirs vous en gardez? Bon, avec Rinus Michels, on parlait un petit peu anglais. Moi, je ne parle pas très bien en anglais. Puis après, il y a Weisweiler qui est arrivé, l'entraîneur le plus célèbre d'Allemagne, et qui venait prendre Barcelone, qui avait été l'entraîneur de Mönchengladbach, des grandes périodes de Mönchengladbach. Donc je les avais tous les deux pendant 15 jours. C'était la préparation de la Coupe du Roi. Il y avait Cruyff, Niskens, et ils étaient là, mais ils n'avaient pas le droit de faire la Coupe du Roi, mais ils s'entraînaient quand même. Ils étaient en tête du groupe, toujours, tous les deux. Oui, j'ai beaucoup appris. Ils m'ont traité amicalement. J'ai d'ailleurs fait... Ça m'a marqué. Après, tous les jeunes qui sont venus pour me voir, j'ai essayé de bien les traiter. Et j'ai beaucoup appris parce que du professionnalisme que je n'avais vu que ancestral à Troyes, parce que c'était près d'Auxerre, ou bien à Limoges où j'avais été, ou bien en lisant France Football ou les différents journaux. Tandis que ça, c'était... Et pendant des années, les années de Coupe du Monde, j'allais en Coupe du Monde ou à l'Euro, ou bien j'allais dans des clubs, une semaine ou 2 semaines. Alors je suis allé, par exemple, à River Plate, en Argentine. Je suis allé à Botafogo 2 semaines, parce que c'était Zagallo et j'étais devenu ami de son préparateur physique. Et je les ai vus travailler. Il suffit de regarder, on voit toujours... il y a toujours quelque chose à apprendre. Et tactiquement, votre style, on l'a connu pendant toute votre carrière, c'est 4-3-3, marquage individuel, sauf un petit peu sur la fin. Voilà, vous avez raison. Vous êtes vraiment bien informé. J'ai regardé les matchs. J'ai fait un arrêt d'1 année et j'ai repris en disant je vais faire un peu de zone pour savoir comment c'est, parce que je ne veux pas mourir idiot. Et c'est vos meilleures années, non, tactiquement? Les 4 dernières ont été les meilleures, en tout cas les plus faciles pour moi. C'était entre 63 et 67 ans. Les joueurs avaient un profond respect pour moi, j'avais aucun conflit. Et on a fait des résultats faramineux. Une Ligue des Champions, des Europa, Coupe Intertoto. On a gagné 2 Coupes de France, des bons classements de championnat. C'était mes 4 dernières années les plus agréables. Vous avez regretté de ne pas avoir lâché le marquage individuel un tout petit peu avant? Oui, non, je l'ai étudié. L'année où je suis allé au Japon pour la coupe que l'UEFA organise l'année d'avant la Coupe, organisait l'année d'avant la Coupe du Monde, Coupe des Confédérations. Je suis allé à Yokohama et Sapporo. Et la nuit, parce qu'avec les décalages horaires, je regardais les finales de basket. Et là, il était question de permettre l'individuel ou la zone. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, si on pouvait passer de l'un à l'autre en plein match, donc ça a été le déclic quand je suis rentré. J'ai dit, puisqu'on ne connaît pas la zone, le travail, la pédagogie pour m'apprendre à une équipe, je vais demander. Alors j'ai appelé Gérard Rouillet, j'ai appelé Aimé Jacquet, et ils m'ont donné quelques conseils. Gérard Rouillet m'a fait connaître un film d'Aribo Sacchi, et j'ai appliqué ça. Ça a marché. Mes joueurs, d'abord, ceux qui venaient de l'extérieur, ils avaient surtout fait de la zone. Donc je l'ai fait un peu strictement au départ, après assoupli. Et au moins, je vais mourir idiot, mais pas de ça. Il y a, autour des matchs, on a parlé de la tactique, il y a aussi une autre donnée très importante pour vous, ce sont les mises au vert. Vous avez pratiquement inventé les mises au vert en France, je dirais même vous les avez inventées. Et dans les mises au vert, il y a la promenade qui est très importante, vous en parlez très souvent aussi, de 3 à 4 heures dans la forêt. Vous cherchiez quoi dans ces moments-là? Déjà, la forêt, je cherche du bon air. Il y a les conifères dégagent
des gaz favorables aux poumons. Ceux qui étaient prisonniers dans des forêts des pays de l'Est, hein, comme mon père de Tchécoslovaquie, etc., il n'y avait pas de tuberculose dans les forêts. C'est curieux, c'est peu connu, mais ça existe. Bon, deuxièmement, surtout, c'est isolé, rencontrer un bûcheron de temps en temps. Et puis les joueurs, si vous les laissez vivre à leur rythme effréné moderne, ils arrivent, si c'est 9h30 l'entraînement et que vous n'avez pas d'attardé, le dernier arrive à 9h29, il s'assoit, il s'habille, on va sur le terrain, on travaille. Après, il prend la douche, il échange quelques mots pendant la douche avec ses copains. Et comme c'est lui qui doit acheter le pain ou chercher les gamins à l'école, il file et donc les joueurs ne se parlent jamais. Maintenant, avant, dans les avions ou les autobus, ils jouaient aux cartes, ils jouaient à la belote, ils jouaient au poker, ils jouaient avec des allumettes. Poker avec argent était interdit. Bon, mais ils ne se parlaient pas vraiment, sauf mon équipe de 2e division qui était plus évoluée, qui parlait société et politique, mais les autres pratiquement pas. Tandis que si vous emmenez les gens 2 heures, c'était 2 heures, 3 heures, en marchant lentement, ils sont par petits groupes, de 2, de 3, de 4, ils deviennent plus copains, ils se parlent de leur famille, ils parlent ça unit vraiment. Il y a une anecdote dans le livre d'une mise au vert, c'est avant le match de Dortmund 93, la demi-finale de Coupe UEFA, où vous repérez des journalistes dans les arbres, des journalistes allemands. Et vous avez une réaction un peu particulière. Oui, on s'entraînait à Avallon, à 15 km de la résidence, enfin de l'hôtel dans lequel nous étions. Et là, ça intriguait beaucoup les Allemands, qu'on soit près d'un monastère, qu'on soit dans la montagne. Si vous pensez, les journalistes, quelle mine pour faire des bons papiers. Et ils essayaient sans arrêt de venir nous surprendre. Ce qui fait qu'avec l'aide de la gendarmerie locale, nous avons bouclé les routes et ils ne pouvaient pas venir. Mais ils ont fait ce que les journalistes français ont fait en Afrique du Sud, où c'était un peu le cas. Ils sont passés par la montagne et puis ils sont arrivés au-dessus. Puis avec des ça s'appelle comme ça, un focus, avec ils ont filmé le retour de l'équipe, etc. Et le tenancier du restaurant m'a dit, il y a des journalistes allemands là-haut. Il va chercher ton fusil de chasse, mais mets du plomb, on ne met pas de balles, parce que le plomb, ça tombe à 200 mètres. Hein. Et ils étaient à 500 mètres. Et donc, on a mis deux cartouches, on a tiré les 2 cartouches, ça a fait un petit peu de fumée, et le lendemain, c'était dans certains journaux allemands. Il y a aussi un chapitre sur l'Olympique de Marseille, et vous en parlez avec beaucoup d'ironie, notamment sur les épisodes des pénaltys contre vous. C'est quoi votre relation avec Marseille? Il y a on a l'impression qu'il y a beaucoup de taquinerie, notamment avec Bernard Tapie. Un peu. D'abord, il y a des choses étranges. À cette époque, il y avait des pénaltys. On voyait mal dans le stade. Par exemple, j'ai vu Angloma tomber et pas un Auxerrois à moins de 3 mètres. Et pénalty. Et Martini a arrêté le pénalty. Quelques minutes après, 2e joueur qui tombe. Ils n'avaient pas de crampons, sans doute. Pénalty. Martini arrête le pénalty. Alors là, je vais au bord du terrain et je crie encore un, encore un, encore un. Il y avait des choses comme ça. Un jour, Vercruis a fauché l'arbitre. Sur une de nos contre-attaques en fin de match, il a fauché l'arbitre. Alors l'arbitre nous a donné coup franc. J'ai dit à l'arbitre, vous avez inventé la loi 18, puisqu'il y a 17 lois dans le football. Et il nous a donné coup franc en plus. Vous parlez aussi de 98, quand Aimé Jacquet part. Vous êtes sollicité pour aller en équipe de France, pour être sélectionneur d'équipe de France.
et le président Hamel ne vous libère pas à ce moment-là. Simplement, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez encore à ça? Est-ce que c'est Pas sous une forme expérience que vous regrettez? J'y pense parce que je l'ai raconté. Il y a eu aussi avant, après le Gérard Rouillet et les Bulgares, on m'a demandé, et c'est moi qui ai refusé parce que j'avais beaucoup de jeunes de qualité et j'espérais faire ce qu'on a fait en 95, c'est-à-dire être champion de France. Mais là, la première fois, j'étais libre. J'étais libre, j'étais en fin de contrat. Tandis que la deuxième fois, je n'étais pas libre, j'étais en cours de contrat. Alors M. Hamel m'a dit, moi j'ai respecté toujours vos contrats, respectez-les aussi. Et puis M. Garneau, qui avait été trésorier de la fédération, a été voir le président de la fédération et lui a dit, et le président Hamel aussi, vous ne pouvez pas aller à l'encontre à la fédération d'un contrat que vous avez dans votre armoire enregistré. Et donc, je n'ai pas été. Mais les présidents voulaient que j'aille à l'équipe de France. Je ne sais pas s'ils avaient confiance en moi pour ça, mais en tout cas, ils voulaient que je quitte Auxerre pour qu'Auxerre ne soit plus chaque année un candidat aux Coupes d'Europe. En plus, vous auriez voulu, parce que les années après 95-96, vous racontez que Gérard Bourgoin vendait les joueurs, il vendait plus vite que son nombre, vous dites. Oui, il y a eu ça, c'est pour ça qu'on a eu une année difficile avant 2000, et que j'ai dû arrêter une année. Puis après, j'ai repris les 4 années dont je vous ai parlé. Pour finir, Guy, la dernière mise au vert de votre carrière à Auxerre, quelle saveur elle avait? La dernière mise au vert, elle n'était pas à Auxerre, puisque c'était avant la finale de la Coupe de France. Elle était au Brizard. C'était la même que d'habitude. Et j'étais protégé par le rite, l'habitude. Après, on a été à Chantilly, où on avait aussi l'habitude d'aller avant les finales de Coupe de France. Donc, je n'ai pas trop souffert. L'après-midi de la finale, j'ai fait une lettre de remerciement à M. Hamel, parce que je ne l'avais pas prévenu. Et lui, il a considéré que ce n'était pas correct que je ne l'ai pas prévenu. Alors, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas prévenu. Parce que si je l'avais prévenu, il l'aurait dit à son épouse. C'est normal. Il l'aurait dit à Gérard Bourgoin. Normal. Qu'il l'aurait dit à son épouse. Mais son épouse avait une sœur jumelle, donc elle l'aurait dit à la sœur jumelle de son épouse, qu'il l'aurait dit à son mari. Et je serais arrivé au stade, tout le monde m'aurait dit « alors tu arrêtes, alors tu arrêtes, alors tu arrêtes ». Ce que je ne voulais à aucun prix. Personne n'était au courant, même pas mon fils. Et Christian Jean-Pierre, il s'en est douté, il m'a posé la question, la manière. J'étais embêté de mentir après le match à Christian Jean-Pierre, alors que j'avais dans ma poche la lettre de remerciement à M. Hamel. Alors je lui ai donné à 23 h. Bon, après, ça a été un peu pénible. Ils ont fait des réunions sans moi pour mon successeur, etc. Et puis j'ai un peu souffert à la JOCR. Ils m'ont maltraité pendant plusieurs années. Parce que même après, ils vous envoient à Lens. C'est eux qui provoquent le départ à Lens, quelque part. Oui, alors et après, ils fabriquent le départ à Lens, oui. Et bon, c'est la vie humaine qui est comme ça. Always